Bienvenue à nouveau en ligne et en direct pour une nouvelle table ronde en direct du ministère des Solidarités et de la Santé, donc la deuxième table ronde de la journée et la septième de ce premier colloque. Nous parlerons de l'amélioration du parcours patient au sein de l'offre de soins et nous avons la joie à nouveau d'avoir des invités passionnants et passionnés. Alors, ma première question se dirige vers Madame Zainab Riet. Bienvenue, merci de votre présence. Vous êtes au sein de la Fédération hospitalière privée que voilà, vous pilotez depuis pas mal de moments en tant que délégué général. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à répondre à cette grande question. Et le challenge est de le faire dans un temps extrêmement limité. Donc, je vous laisse la parole. Oui, bonjour, bonjour pour votre invitation. Alors, je vais juste peut-être rectifier quelque chose, autrement la mine va m'en vouloir. Je représente la Fédération hospitalière de France qui regroupe, comme son nom l'indique pas, tous les hôpitaux publics, mais surtout aussi toutes les structures médico-sociales publiques. Et c'est vrai que quand on dit Fédération hospitalière de France, on oublie que derrière, il y a aussi les structures médico-sociales publiques et c'est important. Alors, merci pour cette invitation. C'est vrai que c'est une large question que vous me posez. Alors, pour commencer, je pense qu'il faut partir des objectifs dont on a besoin, donc des objectifs en matière de santé et de besoins de santé. En fait, notre politique de santé, elle doit elle doit avoir pour objectif d'améliorer l'espérance de vie en bonne santé. Parce qu'aujourd'hui, on constate que certes, nous avons une espérance de vie qui croît, mais qui croît avec incapacité. Alors que nos voisins européens, et pas que nos voisins scandinaves, hein, nos voisins latins aussi, ont une espérance de vie en bonne santé qui est supérieure à la nôtre. Donc, on voit bien qu'il faut désormais avoir cet objectif en matière de politique de santé, partir des besoins de santé et donner à tout à chacun la possibilité de grandir, vieillir avec le moins d'incapacité possible et avec la meilleure santé possible. D'ailleurs, le président du Haut Conseil à la santé publique, Franck Chauvin, a fait aussi de cet axe une priorité, une prévention, et c'est une des premières priorités de la Fédération hospitalière de France. Alors, pour améliorer, vous avez raison de poser la question d'améliorer les parcours de soins, puisque la crise a mis en évidence que nous avions fort à faire en la matière, et particulièrement en ce qui concerne les parcours de soins des patients ayant des fragilités, qu'elles soient liées à l'âge, à la précarité ou aux pathologies chroniques. Mais la crise a mis en évidence aussi que on doit demander, parmi les différents acteurs de santé, chaque acteur de santé se devait de répondre à des missions qui ne sont pas ses missions habituelles. Alors, je vais parler pour l'hôpital public, puisque c'est celui que je connais le mieux et que je représente. Et donc, ce qu'il faudrait, c'est que que l'hôpital public puisse assurer les missions qu'il se doit d'assurer, bien sûr de façon coordonnée avec les autres acteurs de santé, et bien sûr tous en ayant pour seul objectif de répondre aux besoins de santé de la population et des patients du territoire qu'ils desservent. Aujourd'hui, le premier symptôme qui indique que notre système de santé est en difficulté, c'est le fait que les acteurs se retrouvent à assumer des missions pour lesquelles ils ne sont pas destinés. J'en veux pour preuve, à l'hôpital public, la hausse des fréquentations des urgences. En 20 ans, le nombre de passages aux urgences a été multiplié par 2. Et pour autant, en 20 ans, la population française n'a pas été multipliée par 2. Donc, on voit bien que là, il faut absolument qu'on puisse redonner du sens à chaque acteur, d'autant plus que ces passages aux urgences relèvent plutôt des soins de premier recours qui relèvent de la ville. Alors, concrètement, pour améliorer les parcours de soins, il faudrait actionner plusieurs leviers en même temps. Je voudrais vous en donner 3. Le premier, ce sont les ressources humaines et les compétences. Clairement, il faut former plus de professionnels de santé.
Pour ce faire, la Fédération hospitalière de France propose notamment d'augmenter de plus de 20% les quotas de formation en IFSI et en IFAS. Et par ailleurs, d'assurer le financement pérenne de cette augmentation de formation, d'où la loi de pluriannualité, et un financement pluriannuel en matière de santé pour sortir de cette logique économique et comptable de faire des économies chaque année en matière de dépenses de santé. Et puis, par ailleurs, travailler efficacement sur les métiers de la santé. Vous l'avez vu, puis vous en avez discuté largement aussi. Il faut adapter nos métiers de la santé aux besoins de santé à satisfaire. Le deuxième levier, il faut continuer à réviser les modes de financement. Ça a été le cas pour la psychiatrie, où on intègre une partie de populationnel et c'est normal. Il faut aussi pour le faire pour l'ensemble des parcours. Si l'on part du parcours de soins, et si on veut garantir des parcours de soins optimisés, il faut garantir aussi le financement de ce parcours. Et donc, de sortir aussi de la seule rémunération pour certains acteurs, qui est la rémunération à l'acte. Ce n'est pas le cas à l'hôpital, je le rappelle, à l'hôpital public, la part de la T2A est de l'ordre de 57%. D'autres acteurs sont quasiment financés à 100% à l'acte. Et il faut sortir de cela parce qu'on voit bien que c'est un mode de financement qui n'est pas adapté aux prises en charge qui requièrent des consultations d'éducation à la santé, des consultations de prévention, du suivi. Et donc avoir des financements qui soient adaptés aux prises en charge. Le troisième levier dont je souhaitais vous parler, c'est un outil juridique. Aujourd'hui, lorsque vous posez, qui dit parcours, dit bien sûr, parcours de soins, dit un diagnostic. Ce diagnostic renvoie à un projet de santé, ne serait-ce un projet de soins individuel, ne serait-ce que cela. Mais ça s'inscrit aussi dans le cadre d'un territoire, l'environnement, là où vit le patient en question. Et donc, lorsque l'on dit cela, ça veut inévitablement dire que ce parcours de soins, pour qu'il ait du sens, pour qu'on puisse l'évaluer, pour qu'on puisse l'améliorer, il doit être formalisé. Mais avant d'être formalisé, il doit être partagé. Et pour être partagé, nous devons nous accorder, quand je dis nous, c'est tous les acteurs de santé sur un territoire donné, mais aussi toute institution qui a un intérêt à agir en matière de santé et en environnement. Ce n'est pas vous que je vais le dire, sur le champ de la psychiatrie, du parcours de soins du patient psychiatrique, et vous le savez beaucoup mieux que moi, interagissent des acteurs du social, des acteurs de médico-social, l'éducation nationale, etc. Et alors qu'on ne nous dise pas que faire cela, oh là là, c'est compliqué, hein, non, on ne peut pas mettre tout le monde autour de la table. Dites-moi, qu'est-ce que nous avons fait durant cette crise ? D'ailleurs, que nous avons, nous, appelé de nos voeux. Mettre tous les acteurs autour de la table pour pouvoir partager ensemble quelle est la situation épidémique sur le territoire, la région où nous sommes. 2, comment faisons-nous ensemble pour réagir très vite. Et heureusement, et nous avons tous été efficaces et on l'a démontré. Et puis 3, quelles sont les priorités ? Je ne vois pas pourquoi on est capable de le faire en cas de crise et on n'est pas capable de le faire au quotidien pour améliorer les parcours de soins des populations. Et donc, tout ceci s'inscrit donc dans un projet territorial de santé pour lesquels chacun des acteurs de santé s'engage, contractualise avec les agences régionales de santé. Puis enfin, juste... nous avons parlé, je voyais la conclusion de la première table ronde où chacun citait quelque chose. Alors peut-être avant que vous me le demandiez, moi si j'ai une phrase à dire en conclusion, c'est de dire que à partir de là, si on parlait tous la même langue, nous avons parlé une langue universelle du soin, alors continuons. Merci beaucoup Zaina Briette, déléguée générale de la Fédération hospitalière de France. Merci beaucoup pour cette réponse introductive. Alors, monsieur Alain Philibert, directeur hospitalier honoraire de cette même fédération, d'ailleurs, parce que vous avez dirigé plusieurs hôpitaux publics. Quelle est ta vision, ton analyse de l'amélioration de ce parcours patient, que ce soit peut-être au niveau français ou même à l'échelle de l'Europe? Merci. Oui, alors merci d'abord à vous tous pour cette organisation, cette invitation. Jean-Luc,
On se connaît depuis un moment très particulier qui était l'incendie du CHU de la Guadeloupe. Ça situe un peu dans quelles conditions on a pris langue. Et il y a aussi dans cette salle des gens qui nous ont soutenus, et notamment Anne Beignet, même si on était un petit peu loin de l'Europe. On était en Europe, mais un peu loin malgré tout, à ce moment-là. Moi, ma vie outre-mer a duré presque 20 ans, à La Réunion et en Guadeloupe, et ça avait été une vie qui a été faite d'une succession de crises sanitaires. Je n'y étais pour rien, mais je les ai vécues pleinement, et en tant que chef d'établissement ou en tant que chef de chargé de mission en ARS, ça a été des moments très forts dans des territoires qui sont loin de la France, de l'Europe, et notamment à La Réunion, puisque La Réunion, quand l'épidémie de chikungunya a démarré en 2005-2006, ça a été une catastrophe sanitaire, ça a été une catastrophe économique, sociale. Le pays s'est effondré. Et donc, nous étions au cœur de ce sujet-là. Et tout de suite, nous avons compris ce que vient de nous dire Zéna Briette, c'est qu'ensemble, on est plus fort. Tout seul, on n'est rien. Et donc, tout de suite, il faut se tourner vers le territoire de santé, vers les acteurs, quel que soit leur statut. Il n'y a plus de statut qui compte. Nous avions eu la chance, je dirigeais une clinique FEAP à l'époque, qui était chargée du service public et notamment des urgences et de l'AREA sur son territoire. Et nous avions ouvert, par exemple, sans trop savoir l'intérêt que ça aurait, mais on l'a compris vite, un cabinet médical de garde parce que les médecins de Médecins sans frontières qui assuraient la permanence des soins libéraux ne voulaient plus travailler dans les conditions qui étaient les leurs, ils voulaient entrer en établissement. Quand l'épidémie a démarré, ils étaient là et ça a été formidable parce qu'on a tout de suite eu un support interne qu'on n'espérait pas. La crise sanitaire, c'est une rupture. C'est une rupture de parcours, c'est une rupture parfois de tous les parcours patients. Le CHU de la Guadeloupe, lorsqu'il a brûlé, ça a été la rupture totale de tous les parcours qu'on pouvait imaginer parce que c'était l'établissement support des soins, même s'il y avait des établissements privés ou associatifs qui étaient très dynamiques sur le territoire, malgré tout, c'est là que les soins de recours avaient lieu et d'un seul coup, la vie s'est arrêtée. 24 heures après, on avait transféré tous nos patients dans des établissements soit guadeloupéens pour la chirurgie, la maternité, la pédiatrie, etc., la gynécologie, soit, voire même en Martinique, puisque la réanimation adulte a été transférée pendant la nuit en Martinique. On en tire quelles conséquences? On en tire le fait que, encore une fois, là, on était sur la coopération entre tous et qu'on avait réussi à se mettre d'accord quasiment instantanément sur la possibilité qu'avaient les autres de nous accueillir et surtout de faire en sorte que les patients puissent être pris en charge. Cette rupture, bien sûr, alors la gestion du CHU et de son incendie a duré des mois. Et ils sont encore un petit peu dedans et je les salue parce que je sais que certains sont là derrière les écrans. C'est un moment très fort parce que c'est une crise totale et donc charge aux acteurs et notamment les ARS, parce qu'on les oublie un peu, mais en territoire ultramarin, le rôle de l'ARS, je ne dis pas qu'ici, en métropole, il n'est pas fort, mais outre-mer, il est très, très fort et on est très, très présent auprès de tous les acteurs parce que le territoire est petit, parce qu'on se connaît, parce que c'est plus facile. Dans le rôle d'animation territoriale, j'entends. Il y a d'autres rôles qui sont un peu plus compliqués, mais nous aussi, par exemple, en termes de prévention. Donc, le souci de tous ces acteurs, c'est de faire en sorte que les parcours qui ont été rompus soient remis en place et surtout, ils puissent vivre malgré la distance, malgré la complexité. Je me souviens quand je suis en 2000, il y a quelques années déjà, au tout 2006, j'ai été invité ici même par la DGS à venir témoigner sur l'organisation qu'on a mis en place à La Réunion, à la suite du rétexte qui avait été fait par Mme Pétonclin et par Camille Chaise, qui avait eu pour conséquence, pas immédiate mais quasiment, la mise en place d'une réserve sanitaire. Elle n'existait pas. On avait vu arriver le ministre de la Santé avec des renforts dont certains sont encore dans mes contacts, parce que tout de suite, ils sont venus nous aider, mais l'organisation n'était pas en place. Donc, hier, notre avocate disait, l'avocate qui est co-autrice, nous disait que les crises permettaient de renforcer
les parcours de soins. En voilà un autre exemple. Et ça, c'est très important. Et puis, dernier point pour faire vite, le territoire au sens de l'animation territoriale. Là, les 3 dernières années, je viens de les passer sur le territoire de santé de Lorient, où dès la mise en œuvre, enfin dès que l'épidémie a été déclarée, j'ai souhaité, j'étais DGA, j'ai souhaité réunir les établissements du secteur, enfin tous les partenaires du secteur pour pouvoir travailler ensemble. Ils sont venus sur la pointe des pieds parce que c'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas, on n'en avait jamais parlé. Et au bout de quelques mois, quand on a dit, bon, l'épidémie se calme, ce qui était purement temporaire, on a dit, on va arrêter de travailler ensemble. Et ils ont dit non. Ils ont dit non, et ça, c'est le meilleur témoignage que j'avais pu avoir. Ils ont dit, nous, on veut continuer, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on veut continuer à travailler ensemble sur la définition et l'organisation des parcours de soins, pas seulement pendant la crise. Et ça, c'est venu d'eux parce que c'était une forte demande. Donc, ça, c'est le témoignage que je garderai pour la fin. Merci beaucoup, Alain. On sent que la gestion de crise a caractérisé votre parcours, que ce soit à La Réunion, Guadeloupe ou ailleurs. Merci beaucoup. Alexis. Bonjour Alexis Bataille-en-Vert, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, aide-soignant, étudiant en soins infirmiers, auteur, collaborateur de l'ouvrage, voilà, donc beaucoup de passion, beaucoup d'expertise. Quelle est aujourd'hui ta vision, alors non pas d'auteur, mais plutôt de professionnel de santé terrain, parce que tu es extrêmement engagé, quels sont les leviers, et puis ta vision sur l'amélioration du parcours du patient, et puis peut-être aussi de l'offre de soins au sens plus large. Ce matin, j'ai pensé à vous, cher Jean-Luc. Non pas quand un gentil monsieur a joué l'hymne européen à l'accordéon dans le métro à 7 heures ce matin, mais plutôt quand je suis passé devant un supermarché. Parce que, à vrai dire, ce matin, je ne savais pas comment répondre à votre question. Et quand je suis passé devant le supermarché, je me suis dit, ça y est, Eureka, tel un Einstein du colloque. Je me suis dit, j'ai répondu à la question, parce qu'effectivement, je pense qu'il faut imaginer l'offre de soins à l'heure actuelle comme un supermarché. Le directeur, souvent, on ne le voit pas. On ne le voit pas parce qu'il s'occupe de plusieurs établissements, parce qu'il a une expertise globale de ce qui se fait dans ce supermarché, mais on le voit passer une fois par semaine, tous les lundis, très rapidement, il gère l'urgence et il s'en va. C'est le médecin. Les chefs de rayon, ils ont une expertise spécifique. C'est le boulanger, c'est le charcutier, c'est l'épicier. Ce sont nos infirmières en pratique avancée, ce sont nos infirmiers qui maintenant s'éloignent du soin au chevet de la personne soignée pour être un peu plus dans une perspective de coordination. Et qui coordonne? Les conseillers, les vendeurs. Et les conseillers et les vendeurs, eux, ils ont une expertise plutôt transversale de ce qui se fait dans leur rayon. Tous les jours, ils y sont, tous les jours, ils rangent, ils aménagent, ils conseillent, ils accompagnent. Eh bien voilà, ce sont nos aides-soignants. Les aides-soignants, nos aides-soignants dans nos établissements de santé sont des conseillers vendeurs. Des conseillers vendeurs d'une offre bien particulière, c'est celle du soin. Celle du soin qu'on voit incarnée dans nos établissements de santé sous la forme à la fois de la technique, mais aussi, et je dirais même davantage, sous l'aspect relationnel. Et je crois que ce qui est important pour améliorer le parcours patient dans son offre de soins, c'est de valoriser l'appréciation qu'on peut se faire du rôle de conseiller des aides-soignants. Les aides-soignants, maintenant, on en entend beaucoup parler parce que c'est un petit peu the place to be. Il faut en parler parce que ça fait bien dans les médias de frotter la manche des aides-soignants en leur disant que c'est formidable ce qu'ils font, alors que ça fait des années que c'est fait. Alors, la crise Covid n'a pas permis que les aides-soignants se révèlent. Ça a été simplement, comme on l'a dit hier, un point saillant. La crise a simplement permis de mettre en exergue la difficulté que peuvent rencontrer les aides-soignants dans nos établissements de santé. La fonction d'aide-soignant, elle mérite 4 choses et je pense que c'est 4 moyens d'améliorer le parcours du patient dans l'offre de soins. La première chose, c'est la reconnaissance. Déjà, dans un premier temps, il faut reconnaître l'expertise des aides-soignants. Une expertise qui est clinique, qui est réelle, d'autant plus depuis l'arrêté du 10 juin 2021, le raisonnement clinique des aides-soignants a été intégré dans cette appréciation générale. Une expertise relationnelle. Et ce soin relationnel, on a tendance parfois à s'en moquer en se disant « oui, mais
C'est du temps comme ça qu'on passe à discuter de la pluie et du beau temps, mais pas que. Alors, on peut discuter de la pluie et du beau temps, c'est super sympa aussi, pourquoi pas. Et parfois, quand on discute de la pluie et du beau temps, on découvre d'autres choses. Et en fait, on découvre d'autres choses qui viennent nourrir cette expertise clinique et qui viennent aussi conforter l'idée qu'on se fait du soin à la française, qui est celui du soin humaniste. On défend une valeur française du soin qui est celle du soin humaniste. Et le soin relationnel, c'est ça. C'est du soin humaniste, c'est redonner de l'humain dans le soin. Et tout à l'heure, je parlais du conseiller vendeur. Ce conseiller vendeur, quand vous allez demander un conseil chez Darty, sans citer de marque, ce conseiller vendeur, il est capable en quelques secondes de vous regarder, d'analyser votre besoin, de faire émerger parfois un besoin qui est non exprimé, de regarder l'intérieur de votre caddie, de regarder votre épouse, de regarder votre époux, de regarder vos enfants et de déterminer, de faire une analyse de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous serez peut-être, pour vous proposer un produit, une offre de service adaptée. Et à l'heure actuelle, on s'aperçoit que la coordination des parcours patients, elle est parfois un peu désordonnée. Pourquoi ? Parce que vous avez des patients qui sont des clients, qui viennent avec leur liste de courses. Alors, soit c'est parce qu'à côté de chez eux, il n'y a que des bouchers, donc sur leur liste de courses, il n'y a que de la viande. Il y en a d'autres qui sont allés voir sur Internet parce qu'ils ne savent pas trop, donc il y a un peu de tout, mais ça ne veut rien dire. Et puis, il y en a qui n'ont rien. Et souvent, ces patients qui n'ont rien, qui ne savent pas où aller, qui ne savent pas où taper, ils ont besoin d'être conseillés, d'être accompagnés, sans quoi leur parcours de soins n'est absolument pas coordonné, manque totalement de pertinence. Et quand on manque de pertinence, on sait que d'une part, sur le plan clinique, il y a une perte de chance. Sur le plan économique, il y a des dépenses inutiles de santé. Et sur le plan de la qualité des soins, on y a tout perdu. Très bien, merci beaucoup Alexis pour ce partage d'une des premières briques du parcours de soins hospitalier, effectivement. Alors, votre voisine, Florence Ambrosino, bonjour, merci d'être venue depuis le sud de la France pour nous rejoindre aujourd'hui et répondre à cette question avec une vision peut-être hybride parce que vous êtes aussi professionnel de santé, mais orienté formation, communication aussi depuis quelques années. Alors, comment voyez-vous l'amélioration de ce parcours de soins et puis peut-être quelques leviers et réflexions? Bonjour et merci bien sûr pour l'invitation. Donc, Alexis m'a coupé l'herbe sous le pied et j'ai adoré son exemple parce que c'est vrai que c'était à peu près l'angle que je voulais y donner. En fait, le parcours de patient il est extrêmement complexe. Alors, l'offre de soins est là. Elle existe, elle est performante. Personne ne songe à le décrier. En revanche, la lisibilité est parfois un peu complexe et notamment les urgences. Donc, justement, c'est ce qui a été évoqué. La plupart du temps, pourquoi les gens vont aux urgences? Parce qu'ils ne savent pas où aller ailleurs, parce qu'il y a un plateau technique, parce qu'ils savent qu'ils vont y passer 6 heures ou 7 heures, mais que ça va être moins compliqué que d'aller voir le médecin généraliste, donc d'attendre pendant 1 heure, puis après de prendre un rendez-vous à la radio, puis après au laboratoire, puis de récupérer les résultats, puis de retourner voir le médecin. Et pour quelqu'un qui n'a pas forcément le temps, quelqu'un qui n'a pas forcément de moyens de locomotion, qui va devoir mobiliser ses proches, par exemple, ça devient un vrai parcours du combattant. Et souvent, on s'aperçoit qu'il y a des étapes. Alors, tant qu'on est sur l'étape du diagnostic, la personne va faire cet effort parce qu'elle en a besoin. Bien sûr, elle est malade, donc elle a besoin de faire cet effort-là. En revanche, tout ce qui est sur le plan de la prévention ou même de l'après, c'est-à-dire de la rééducation, ça risque d'être un peu zappé parce qu'il y a eu trop de mobilisation de ressources finalement et qu'une personne âgée, en l'occurrence, va dire bon, ben moi, je ne veux plus déranger ma fille, mon fils ou autre. Et donc, on s'aperçoit que des fois, ce sont des gens qui sont un petit peu laissés au bord du chemin. Et des fois, donc pour cette phase de diagnostic, d'aller aux urgences, c'est un peu la solution. Voilà, je vais y aller, je vais rester un moment, mais on va tout me faire sur place. Et quand je sors, j'ai mon sésame, j'ai plus ou moins mon diagnostic. Alors, en l'occurrence, pour l'avoir vécu, on a un non-diagnostic, mais pas toujours un diagnostic. C'est-à-dire qu'on va vous éliminer l'urgence vitale en disant, par exemple, c'est pas un infarctus. Après, vous allez voir votre médecin traitant et donc le parcours recommence. Voilà, donc ça, c'était pour signifier justement souvent ce recours aux urgences, pourquoi il est si prépondérant. Et donc, moi, je voulais rebondir sur l'offre de soins et sur cette nouvelle fonction, donc les infirmiers en pratique avancée, qui existe en France, qui a été instaurée par la loi 2016, puis mis en France un peu plus officiellement en 2018 avec les décrets d'application. Et donc, actuellement, on
environ 3000 personnes qui sont diplômées et à peu près pareil qui sont en cours de formation. Donc, infirmier en pratique avancée, c'est un infirmier qui, à l'issue d'une formation complémentaire et d'un diplôme d'État d'un niveau master, va pouvoir avoir des prérogatives supplémentaires, un élargissement de ses compétences avec finalement une collaboration un peu plus étroite avec le médecin. On peut le qualifier comme étant une réponse appuyée à un problème de santé par rapport à un suivi de patient, un niveau de réponse supplémentaire par rapport à un infirmier diplômé d'État, puisque cet infirmier aura le droit de faire de l'orientation, pas de faire de diagnostic, mais de pouvoir faire de la conclusion clinique, ce qui est quand même important, ce qui va lui permettre de renouveler un traitement, de modifier certains traitements, mais toujours bien sûr en collaboration avec le médecin. Alors, ces infirmiers en pratique avancée, c'est une formidable chance pour les systèmes de santé, puisqu'évidemment la France est loin d'être le premier pays à le mettre en place. Néanmoins, il y a beaucoup encore de difficultés d'implantation, peut-être un peu moins de problèmes à l'hôpital parce que les personnes ont déjà l'habitude de travailler en équipe. Donc, les médecins sont déjà acculturés à ce travail d'équipe et finalement, on a un infirmier qui est allé se former, qui va revenir avec plus de compétences, plus de prérogatives. Et c'est un peu la suite logique finalement d'une collaboration qui va prendre un peu plus de corps et un peu plus de sens. En revanche, en ville, ça devient plus compliqué. Un des freins, je pense, je ne suis pas la seule à le penser d'ailleurs, c'est cette fameuse tarification aussi à l'activité, à l'activité, à l'acte, qui va faire peur, en fait, faire craindre, puisque ce n'est pas la réalité, mais faire craindre peut-être aux médecins généralistes de se retrouver face à finalement une nouvelle offre de soins qui pourrait venir les concurrencer parce que la communication peut-être ne s'est pas encore entièrement bien faite sur le rôle réel de l'infirmier en pratique avancée qui va venir finalement renforcer l'action du médecin puisque le médecin reste quand même à la conduite diagnostique et thérapeutique, ça c'est primordial, et l'IPA va venir aider le patient à cheminer tout au long de son parcours sur une approche globale en faisant le lien entre tous les acteurs du parcours et en essayant finalement d'aller chercher toutes les dimensions, notamment préventives, éducatives, éducationnelles qu'on peut avoir pour le patient et pour ses proches. C'est extrêmement compliqué pour un patient aujourd'hui déjà d'accéder à son médecin traitant parce que les médecins sont un petit peu surchargés, c'est évident. Et le médecin traitant, en 10-15 minutes de consultation, finalement, c'est le temps qu'il peut accorder à son patient, ne va pas pouvoir être en mesure d'aller checker tous les événements de vie du patient qui vont pouvoir interférer justement sur son état de santé, sur son état psychologique et avoir un impact réel sur sa qualité de vie. Donc, un IPA, vous voyez, c'est quelqu'un qui va venir en apport, en renfort, en soutien et pouvoir donc améliorer le chemin de vie finalement du patient. Et moi, il y a quelque chose qui me tient fort à cœur aussi. C'est vrai que ça n'a pas été tellement abordé. C'est pourquoi pas imaginer l'IPA aussi comme un coach en santé. Et selon la dimension de la santé, qui est la dimension officielle, qui n'est pas l'absence de maladie, mais l'état complet de bien-être, et pourquoi on n'imaginerait pas qu'en France, on puisse allouer finalement du budget pour que la personne ne tombe pas dans la maladie trop vite, c'est-à-dire retarder l'entrée dans la maladie. Moi, je vais vous prendre un petit exemple très rapide d'un proche, une personne très proche de ma famille, un homme d'une 50aine d'années qui a fait une décompensation sur plusieurs niveaux, et psychologiques et physiques. Et je lui ai demandé à un moment donné, pourquoi tu ne retournes pas voir ton médecin et en prédiabète, voilà. Et il me dit, mais pourquoi je vais aller voir mon médecin, je ne suis pas malade. Lui ne se sentait pas malade, mais le fait est qu'il ne l'était pas réellement. Il était en pré plein de choses, en fait, en pré-décompensation de plein de choses. Il commence à avoir une obésité, prédiabète, arthrose du genou qui l'empêche de courir, donc du coup, il court plus, ça le déprime, il grossit. Enfin, vous voyez, toute cette espèce d'enchaînement. Et donc, je lui ai dit, tu sais que j'ai écrit ce livre-là sur la pratique avancée, tu en as lu une partie. Est-ce que d'aller voir un IPA, finalement, régulièrement, avec des consultations régulières, ça te conviendrait? Il m'a dit, mais oui, carrément. Vous voyez, parce que pour lui, psychologiquement, aller voir un IPA, ce serait quelqu'un qui pourrait l'aider à s'orienter mieux dans le système, l'aider à aller voir un diététicien, l'aider à une reprise d'activité physique. L'IPA ne va pas être un coach sportif, évidemment, mais va pouvoir l'aider à reformuler des choses. Pour la petite histoire, cette personne sous antidépresseurs, on sait que les antidépresseurs, des fois, ça peut engendrer des petits problèmes aussi, même d'ordre sexuel ou autre.
Peut-être que c'est quelque chose dont il ne va pas oser parler, mais peut-être un IPA, il va oser se confier et de dire j'ai envie d'arrêter à cause de ça. Et l'IPA va pouvoir dire on peut recalculer peut-être la chose avec le psychiatre, on va peut-être essayer de reprendre contact avec le psychiatre. Chose que peut-être le médecin traitant va pouvoir faire, mais peut-être que le patient ne va pas oser se confier de la même façon. Voilà. Donc, moi, c'était cette idée de coach en prévention. Et je pense que ça, c'est important. Totalement. Merci beaucoup, Florence. Alors, dans la continuité de Cédric et de ses parties prenantes, nous avons également les cadres de soins. Merci beaucoup, Loïc Martin, d'être parmi nous depuis l'IFCS de Rouen. Vous êtes également formateur. Alors, quelle est votre vision d'un point de vue soignant, d'un point de vue formateur aussi, avec un doctorat obtenu dernièrement? Bravo. Vous avez collaboré à la rédaction de l'ouvrage collectif en management de la santé. Donc, quelle analyse portez-vous sur l'amélioration des parcours patients? Je vais faire un petit pas de côté sciences de l'éducation pour avoir un autre focus, je pense qu'il me semble intéressant et puis peut-être un peu innovant. En fait, je vais organiser mon propos en 3 points. Le premier, c'est prendre soin en fait, des étudiants et prendre soin des étudiants autour du raisonnement clinique infirmier. Tout le processus de cheminement intellectuel. Et je me retourne vers Thérèse qui a longuement travaillé sur ce sujet-là et qui y travaille encore. Ensuite, je ferai un focus sur la recherche paramédicale et comment impulser la recherche paramédicale et quel sens ça peut avoir en termes de motivation et en termes de qualité de soins dans le parcours patient. Et puis, peut-être quelque chose d'un peu plus nouveau, de traiter des environnements capacitants. Les environnements capacitants, c'est un environnement qui permet de développer le pouvoir d'agir, le pouvoir de décider d'agir et qui permet un vrai développement professionnel. Ça permet de travailler sur des facteurs de conversion et des facteurs de décision. Et c'est, à mon sens, une vraie réflexion à avoir, notamment sur la différence entre créativité et innovation, puisque j'y reviendrai en conclusion, mais créativité et innovation, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, sur le premier point, sur la formation, je pense qu'il faut particulièrement, et c'est la question que je posais tout à l'heure, particulièrement réfléchir en amont en fait, du parcours professionnel global, c'est mettre de l'énergie et prendre soin des étudiants, notamment sur le raisonnement clinique infirmier, qui me semble, qui est la colonne vertébrale de la majorité des référentiels de formation médicale et paramédicale. Et pour ça, je pense qu'il faut davantage encore professionnaliser la dimension pédagogique des formateurs. C'est-à-dire qu'en fait, il faut s'appuyer sur des dimensions qui me semblent importantes comme l'utilisation des neurosciences, qui permet vraiment de donner de la valeur et du sens en fait, à l'enseignement et une projection beaucoup plus solide après dans le parcours, en fait, puisque l'étudiant va mieux considérer son approche globale, cette vision holistique en fait, du parcours, et ça me semble important. Autre point important, c'est d'arriver à rendre, alors excusez-moi du terme, mais rendre un peu plus sexy en fait, l'apprentissage du raisonnement clinique, puisque c'est souvent considéré comme un exercice d'école et que l'arrivée sur le terrain est souvent assez problématique. Il y a une difficulté de transférabilité qui, moi, me semble assez inquiétante. Et j'en discutais d'ailleurs avec Florence, puisque j'accompagne aussi des jeunes IPA en études, et quand ils arrivent souvent en études, il y a quand même une marche importante à franchir, et il y a sûrement un accompagnement à faire aussi en proximité par les cadres de santé aussi sur le terrain. Et puis, il faut considérer l'apprenant comme un individu aux particularités très singulières, et il faut considérer cet apprentissage comme progressif. Parce qu'on aurait peut-être tendance à accompagner toujours tout le monde de la même manière. Et j'utiliserai peut-être les propos de Benner qui parle de 5 niveaux, en fait, Patricia Benner, du novice à l'expert, et en fait, considérer en fait, les apprenants et même les jeunes professionnels pas de la même manière, puisque quand on est novice, débutant, compétent, performant ou expert, ce n'est pas du tout la même dimension. Et ça, je suis, je pense, assez attaché à cette dimension-là, ce qui veut vraiment dire qu'on peut imaginer peut-être une formation encore supplémentaire pour les managers, mais aussi pour les formateurs, pour accompagner plus solidement les futurs professionnels. Deuxième point, le développement de la recherche. Alors, au-delà, je ne vais pas revenir sur l'importance de la motivation sur la recherche, puisque offrir des perspectives, ça me semble fondamental, on en a parlé ce matin, c'est aussi une vraie logique d'attractivité, la recherche, et donc d'amélioration aussi de la qualité des soins.
Mais à mon sens, la recherche est encore trop centrée sur la clinique. Et il y a très peu de recherche sur l'organisationnel et la question du parcours. Et alors ça, c'est un vrai sujet. Il y a très, très peu. Alors moi, je m'en suis un petit peu occupé dans ma thèse où je me suis intéressé un peu à tout le processus d'environnement numérique de travail chez les cadres de santé et donc comment ils peuvent utiliser le numérique dans une réflexion un peu plus globale. Mais recentrer les recherches sur l'organisation, je pense qu'actuellement, avec la crise Covid, les nouveaux besoins de santé, les transformations en termes d'ambulatoire, ça modifie complètement les organisations. Et puis, qui dit recherche participative, recherche-action. Et là, on intègre les patients, bien sûr, dans cette recherche pour améliorer le parcours. Et on est dans une logique pluridisciplinaire avec différents professionnels et cette logique patient. Et ça me semble un point important. Dernier point, et j'en aurais fini sur ce point-là. Sauf si tu me laisses beaucoup plus de temps. Non, je rigole. Ça, c'est bon. Non, je taquine un petit peu, j'essaye, on ne sait jamais. Sur la question des environnements capacitants. Donc, les environnements capacitants, c'est un environnement qui permet de développer et d'améliorer le pouvoir d'agir, on en a parlé tout à l'heure, et le pouvoir de décider d'agir. Parce qu'il y a une vraie différence entre capacité et capacité. La capacité, je sais faire quelque chose, mais la capacité, je suis en mesure de faire quelque chose. Et ça change énormément de choses, puisque ce n'est pas parce que j'ai un smartphone dans la poche que je vais donner le smartphone à un soignant pour travailler, qui va l'utiliser et bien l'utiliser. Donc, quels sont les facteurs de conversion, c'est-à-dire les facteurs qui vont permettre de passer d'une capacité à une capacité. Donc, on peut identifier des facteurs organisationnels, soit positifs ou négatifs, des facteurs sociaux, des facteurs individuels. Et dans le cadre de ma thèse, j'ai identifié un nouveau facteur de conversion, c'est les facteurs instrumentaux. Comment le numérique peut favoriser ou défavoriser le pouvoir d'agir. Et pour les cadres, en tout cas, je peux vous dire que les environnements hospitaliers sont incapacitants, c'est-à-dire qu'ils ne permettent pas vraiment ce pouvoir d'agir vis-à-vis du numérique pour les cadres de santé. Ensuite, il y a les pouvoirs de décision, c'est-à-dire qu'est-ce qui va me permettre, je suis en mesure de le faire, mais qu'est-ce qui va me permettre de décider d'agir ou de ne pas agir. Et ça me semble un point important. Et j'en arrive à la dernière partie de mon propos sur la question des espaces de liberté et d'autonomie. Est-ce que les environnements laissent des espaces de liberté et d'autonomie pour favoriser la créativité et permettre un passage de la créativité à l'innovation, puisque l'innovation, c'est une créativité qui a fonctionné et qui est durable. Et je pense que sur la question du vocabulaire, il faut être prudent, parce que de temps en temps, on parle de créativité ou d'innovation, alors que l'innovation, c'est quelque chose qui marche, quelque chose qui est au niveau collectif et qui a marché. Et Francis Guérin, qui est un chercheur à l'INSA de Rouen, a beaucoup travaillé sur ce sujet-là, et je l'en remercie. Et il a vraiment éclairé ce passage de la créativité à l'innovation. Et ça pose clairement la question des libertés et quelles sont les marges de manœuvre que les établissements offrent ou pas aux professionnels de proximité pour, dans une logique un peu plus macroscopique, vous l'aurez compris, améliorer le parcours de soins au regard de ces trois éléments qui sont la formation, la recherche et le questionnement sur les environnements capacitants. Merci beaucoup, Loïc Martin. Alors, Zainab Briette, déléguée générale de la FHF, j'ai vu pas mal de réactions que vous avez pu avoir avec les différentes interventions. Quelle est votre vision? Quels sont peut-être vos commentaires avec une vision que vous avez aujourd'hui macro, après avoir dirigé un nombre d'établissements de santé? Quel peut-être commentaire à chaud? D'abord, d'être ravi de constater que nous sommes bien en phase sur le fait que, compte tenu des enjeux que nous avons à régler en matière de santé, que les professionnels sont prêts et que, par exemple, sur la question des IPA, c'est évident, c'est-à-dire que ça fait partie des métiers que j'évoquais tout à l'heure, qui doivent répondre à des besoins en matière d'accompagnement, d'éducation, de suivi. Et c'est vrai que sur le rôle des aides-soignants aussi, la FHF, nous avons été parmi les premiers il y a 4-5 ans, et je l'ai porté moi-même, le fait de dire que, par exemple, sur le champ médico-social, le rôle de l'aide-soignante, de l'aide médico-psychologique, de pouvoir
porter aussi, d'être référent, de coordonner, d'intervenir au domicile, voire même d'exercer de façon libérale. Moi, je suis pour qu'on puisse donner beaucoup plus d'autonomie à ces professions, et je pense qu'on n'a pas fini encore sur le sujet. Et puis enfin, sur la recherche et l'innovation, vous avez tout à fait raison. Je crois que, alors on a parlé de l'innovation, de la recherche en matière paramédicale, et heureusement, on a fait quand même beaucoup de progrès. Mais je pense qu'aussi, il faut pouvoir donner ces espaces de créativité pour transformer en innovation. Alors, ça correspond in fine vraiment à un changement de logique en matière de santé. Parce qu'on voit bien que jusqu'à présent, et ma crainte, c'est que après la crise, qu'on ne revienne pas à ce qu'on a connu avant, qui ne laissait pas d'espace. Et c'est ce qui fait l'atout du secteur du système et du secteur de santé, c'est que c'est en perpétuelle évolution et que malgré tout, nous sommes toujours en train de réfléchir au mieux. Et nous avons trop donné l'habitude, parce que plus on est pauvre, plus on est ingénieux, vous l'avez vu, plus on est dans la contrainte, plus nous sommes ingénieux. Sauf que là, nous sommes arrivés à un point de non-retour. Il faut reconnaître cela et il faut absolument que ça fasse partie des pratiques professionnelles et que ce soit intégré dans les pratiques professionnelles au bénéfice des parcours. Est-ce que vous allez jusqu'à… Parce qu'il nous reste encore 3 minutes pour vous, donc on en profite. Est-ce que, dans le contexte actuel, puisque nous sommes dans la période des présidentielles, donc ça veut dire qu'il y a aussi, je dirais, des engagements qui sont importants, des attentes fortes des professionnels du secteur de la santé, au sens très, très large du terme, hein, le secteur public, mais aussi l'ambulatoire, mais aussi tous les autres partenaires, au vu de l'incroyable ingéniosité des professionnels de santé, mais aussi des attentes profondes, vous l'avez dit, dans un contexte de crise sanitaire, jusqu'où la Fédération hospitalière de France peut-elle aller, en tous les cas, dans le contexte effectivement d'un changement important, comme vous le savez, vous l'avez rappelé à l'instant, mais voilà, concrètement, peut-on aller encore effectivement plus loin pour répondre aux attentes fortes et de la créativité des professionnels de santé? Alors, nous sommes allés très loin, et nous sommes allés très loin il y a déjà quelques années, mais je crois qu'on n'a plus le choix. Quelle que soit la personne, le président ou la présidente de la République qui sera aux commandes après, il ou elle n'aura pas le choix que d'intégrer la dimension santé, parce que nous l'avons vu, d'abord, plus de 10% de Français n'ont pas accès à un médecin traitant. Est-ce que c'est normal? Non. Donc, il faut absolument répondre à cela. 2, on ne peut plus se satisfaire d'attendre 1 an pour avoir un rendez-vous chez un spécialiste. Plus personne ne l'acceptera. Et puis enfin, pour pouvoir vivre normalement, il faut pouvoir être aussi en bonne santé. Et puis enfin, c'est quand même un élément déterminant en matière de cohésion sociale et de démocratie. Nous allons jusque dire que ne pas prendre en compte la santé comme un impératif, au même titre que la liberté, l'égalité et la fraternité, inévitablement conduira à un chaos social et sociétal. C'est donc une invitation pour que l'ensemble des programmes proposés intègrent de façon forte la question de la santé des populations dans le contexte de crise sanitaire actuelle. Est-ce que vous auriez, il nous reste 1 minute, donc on en profite, puisque après, voilà, vous avez anticipé sur le mot de conclusion avant d'avoir eu le plaisir d'entendre les intervenants. On souhaiterait vous inviter peut-être à formuler peut-être un ajustement par rapport à ce que vous avez entendu. Est-ce que vous avez un message à transmettre auprès de celles et ceux qui nous regardent? Oui, d'abord dire que, quoi qu'il arrive, nous serons là pour porter les sujets santé, mais puisque nous vivons en ce moment une crise sans précédent depuis très longtemps sur le plan européen et qui nous menace tous les jours dans notre quotidien, dire aussi qu'à l'échelon européen, nous serons en mesure d'avancer ensemble. Un des premiers enseignements, ça a été cela, ça a été de montrer qu'il nous fallait construire une Europe de la santé. D'accord, ce n'est pas dans les critères de 1957, mais nous sommes, j'allais dire en marche, j'ose pas dire ça, mais en route pour construire cette Europe de la santé. Nous sommes en route, en chemin. Nous prendrons quelques questions de la salle. Oui, monsieur. Céline, peut-être? Oui. Les questions, s'il vous plaît. Privilégions les questions. On privilégie les questions.
Céline. La numération nous permet de faire beaucoup de choses. Est-ce que la numération est intégrée dans la formation d'éducation pour que tout le monde peut utiliser la numération dans une façon efficace et utile pour évaluer et avoir un continuum qui permet de valoriser à la fois la qualité, la sécurité, la pertinence de chaque patiente et les pertinences économiques dans le parcours de soins. Merci beaucoup. Céline. On prend toutes les questions, après on répond. On prend, ouais. Myriam, je te propose de te présenter à nouveau, même si tu l'as déjà fait. Et Céline aussi. C'est Céline? Vas-y, Céline. Bonjour, docteur Jardy-Triolin, je suis ex-médecin urgentiste, médecin généraliste et présidente des solutions urgences chrono. On a pas mal parlé des urgences ce matin, différents intervenants. On voit qu'il y a une crise majeure dans ce secteur-là. Tout l'hôpital est en crise, ce n'est pas un scoop, mais enfin, au niveau des urgences, je pense qu'on est vraiment sur une crise sanitaire majeure avec des services d'urgence qui ferment régulièrement la nuit faute de personnel. Pour effectivement différentes raisons. Il y a des solutions qui pourraient être mises en place rapidement, comme informer les patients sur la graduation de l'offre de soins. Je pense qu'on ne pourra pas se passer des patients, de leur implication dans leur propre parcours de soins non programmés. Après, la question, c'est de savoir si l'hôpital va arriver à gérer financièrement une perte de patients, parce que même si on a une réforme de tarification des urgences qui est appliquée depuis le 1er janvier, on est quand même toujours dans la tarification à l'acte, et plus on voit de patients, plus ça rapporte à l'hôpital. Et donc, on est dans un cercle vicieux. Est-ce que, Madame Riette, vous pensez que les hôpitaux publics, les privés, c'est la même chose, mais je vous pose la question à vous puisque vous êtes là, est-ce que les hôpitaux publics vont enfin jouer le jeu de se délester de ces patients qui n'ont rien à faire dans les services d'urgence pour justement et la qualité des soins et la qualité de vie au travail, parce que les deux sont intrinsèquement liés. Merci beaucoup. Myriam. J'aurais dû intervenir avant toi parce qu'on va reprendre à peu près les mêmes propos. C'est dans la continuité de ce que disait aussi Céline. Il y a beaucoup de dispositifs qui ont été développés par le gouvernement dernièrement et on en a parlé tout au long de ce colloque hier aussi avec les CPTS, les maisons de santé et tout un certain nombre de mesures avec les hôpitaux de proximité, etc. Sauf qu'ils sont quand même méconnus par la plupart des patients et des usagers et on ne communique pas là-dessus. Et c'est aussi la raison pour laquelle les patients, dans leur parcours, il y a une rupture de parcours. Et voilà, donc ça, c'est du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier au-delà de la simple communication? Et deuxième chose, par rapport au dispositif SAS, je voulais avoir votre point de vue, où est-ce que ça en est? On voit que ça commence à émerger, que ça va se poursuivre. Du coup, quelles seraient vos recommandations autour de ce développement? Oui, bien sûr, je veux bien répondre à ces deux premières deux questions. Je vous laisserai celle du numérique. Je crois que vous vouliez y répondre à celle du numérique. Vous avez tout à fait raison. Je crois que le sujet du financement, c'est qu'il faudrait, c'est pas est-ce que l'hôpital est prêt? L'hôpital fera ce qu'on lui demandera de faire avec les moyens qu'on va lui donner de faire. Parce qu'en fait, ce qui se passe aujourd'hui, quand vous dites l'hôpital est en crise, tout le monde le sait, mais il n'y a pas que l'hôpital qui est en crise. C'est notre système de santé qui est en crise. Et comme ça déborde où? Ça déborde à l'hôpital. Mais si le système de santé n'était pas en crise, l'hôpital serait beaucoup moins en crise. Alors après, en matière de financement, ce qu'il faudrait arriver à faire, c'est payer les acteurs de santé, quel que soit leur mode d'exercice, à maintenir en bonne santé une population donnée. Ce que ça permettrait, moins de dépenses inutiles, 2, financer la recherche, l'innovation, la créativité, la formation. Et pour cela, il faut avoir une vision au moins à 5 ans de la santé. C'est la raison pour laquelle nous portons une politique de santé pour au moins 5 ans. Et qu'on ne nous dise pas que ce n'est pas possible, c'est possible. Dans le cadre d'un quinquennat, on a effectivement fléché ce que l'on peut faire avec quel outil juridique et réglementaire. Et nous avons déjà un certain nombre d'outils, vous l'avez dit, parce que tout ce que nous avons fait depuis Ma Santé 2022, vous rappelez-vous, la loi de 2019, va vraiment dans le bon sens.
va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on s'est dit, en matière de santé, il faut préserver la proximité. Et il faut absolument mettre en place la gradation des soins et garantir l'excellence, qu'il s'agisse du centre hospitalier universitaire jusqu'au domicile, en passant bien sûr par tous les autres acteurs. Et donc, un certain nombre de dispositifs ont été arrêtés, qu'il s'agisse du service d'accueil aux soins. Qu'est-ce que c'est le service d'accueil aux soins? Le service d'accueil aux soins, c'est vous appeler, on vous évalue et on vous oriente. Et en même temps, on vous éduque. Parce que c'est vrai que quand on vous appelle, vous êtes paniqué parce que votre enfant a de la fièvre. Si vous n'êtes pas dans le domaine de la santé, c'est vrai que c'est très paniquant. Si on vous pose des questions et qu'on vous rassure et qu'on vous oriente, en même temps, on vous éduque. Alors, vous posez les questions, où en sommes-nous? Il y a 17 à peu près SAS qui sont en cours d'expérimentation. Je pense qu'il faut passer à la phase de généralisation. Ensuite, sur l'éducation de la santé, je crois qu'il faut reprendre vraiment à la base. Moi, je me souviens que dans les années 60 et 70, il y avait des dispensaires, vous voyez. On accompagnait pour l'éducation, comment apporter l'hygiène de vie, que faire quand le bébé a la diarrhée. On a même des carnets de santé où sont rédigés la soupe de carottes. Comment faire une soupe de carottes, un biberon de carottes, etc. Je crois que c'est une culture. Puis, alors, c'est vrai qu'on a perdu la transmission, j'ai envie de dire familiale, ancestrale, etc. Mais il y a beaucoup de choses qui passent par le bon sens et qui contribuent à la prévention. J'espère avoir répondu aux questions. Est-ce qu'il y a des réactions? Merci. Peut-être merci infiniment, ma chère. Merci infiniment. Est-ce que Loïc, tu voulais intervenir, je crois? Non, sur le numérique, si c'était très bien, envisageable, sur les compétences numériques. C'est un vrai sujet très, très complexe, les compétences numériques. Pour vous donner des exemples assez pratico-pratiques, par exemple, les cadres qui doivent accompagner au développement du numérique n'ont pas dans leur référentiel de compétences centrées sur le numérique. Le référentiel date de 1995, c'est historique, il y aurait sûrement un gros travail à faire. Autre chose à faire, c'est sur la question des solutions numériques, parce que c'est pas parce qu'on dit utiliser ça que ça va être bien utilisé, et les solutions numériques, elles doivent être interopérables, et elle doit être aussi disponible. C'est-à-dire que quand on voit dans certains établissements de santé le côté vieillissant et voire archaïque, puisque dans les termes, les verbatims de certains professionnels, c'est archaïque des systèmes informatiques ou numériques, c'est problématique. Il faut que ça soit ludique aussi, et il faut que ça soit intuitif. Et moi, je dirais même qu'il faudrait penser à un alignement entre les solutions numériques qu'on utilise dans notre vie privée vers les solutions professionnelles pour avoir du sens. Parce que quand on étudie certains professionnels disent mais j'aimerais bien moi commander le matériel comme j'irais chez Leclerc Drive pour commander mon matériel avec la bonne photo du bon matériel, etc. Et puis il y a le sujet aussi sur le numérique de l'accompagnement et de la formation et de l'identification des personnes ressources dans les établissements de santé. C'est-à-dire, moi, je pense qu'on pourrait développer des open badges, c'est-à-dire des open badges, c'est comment identifier les bonnes personnes ressources dans les établissements de santé et les identifier rapidement, plutôt que de chercher à s'inscrire à une formation qui va demander du temps d'inscription, alors qu'en termes d'agilité, identifier des personnes ressources qui vont pouvoir être disponibles et répondre avec le même vocabulaire aux préoccupations, ça me semble sûrement des pistes de recherche et des pistes probablement innovantes. Oui, juste au sujet des urgences, pour dire que l'expérience des cabinets médicaux de garde, des maisons médicales de garde, associées aux hôpitaux, tout du moins qui se trouvent à l'intérieur, voire à la porte, c'est une solution. C'est une solution qui fonctionne. Moi, je l'ai vécu il y a très longtemps, mais c'est vrai qu'au début, quand on a ouvert ce cabinet médical de garde, l'activité des urgences a diminué. Pour finalement reprendre un niveau très intéressant parce que les gens savaient qu'en venant au service des urgences de cette clinique, si jamais ils n'étaient pas dans la bonne orientation, il suffisait de passer la porte et de se retrouver face à un médecin libéral qui, lui, généraliste, qui lui pouvait apporter une réponse rapidement. Donc ça, c'est quelque chose, je trouve c'est peut-être une porte enfoncée, mais une porte ouverte enfoncée, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui apporte des solutions très intéressantes et pas onéreuses. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une nouvelle question. Oui, monsieur a déjà le micro. Oui, bonjour. Patrice Ancillon, président de Connect Santé. Comment améliorer ou comment mesurer la performance d'un environnement capacitant? Et pour aller plus loin aussi, comment améliorer
le pouvoir à agir, ou comment améliorer ou reconnaître ou valoriser la mobilisation collective? Oui. Merci beaucoup pour votre question. Deux questions pratico-pratiques, en sachant quand même que le plus compliqué dans le parcours de soins, c'est la maladie chronique. La première question, c'est quelle est la place des soins de support, parce qu'on n'en a pas entendu parler. La deuxième chose, c'est quelle est la place de l'évaluation. C'était déjà ma question sur la table ronde précédente, c'est-à-dire qu'en fait, comment l'améliorer sans l'évaluer? Oui, et peut-être compléter par une question en ligne, et comme ça on répond. C'est dans le cadre de la conception hospitalière, comment les professionnels de santé peuvent-ils imaginer et être accompagnés par des professionnels pour que l'architecture ou la conception aborde la question du parcours de soins en amont et pas commencer à casser des murs plus tard? Sur votre dernière question, d'abord rappeler qu'en règle générale, tout projet de conception à la base est par des besoins qui sont partagés, pluridisciplinaires, que les équipes y sont associées. Mais c'est vrai que c'est dans un exercice contraint, puisque c'est dans un exercice qui ne prend pas en compte en fait, ce qu'on recherche absolument. Je vais prendre à nouveau l'exemple des urgences. Vous voyez, par exemple, pour ne pas le citer, l'hôpital de Douai, qui est un hôpital assez récent et qui avait configuré un service d'urgence suffisamment grand. Et il se trouve que maintenant, ce n'est pas assez grand le service des urgences parce qu'ils ont trop de monde qui arrive aux urgences. Alors, on se pose la question, on va faire une extension, mais la question, ce n'est pas le sujet de faire l'extension. Le sujet, c'est que les gens n'arrivent pas aux urgences, vous voyez. Donc, tout dépend de ce que l'on veut faire. Et je crois qu'il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de penser qu'on va pousser des murs pour… eh bien non, il faut traiter les vrais sujets. Et donc, là encore, tout dépend de ce qu'on attend des acteurs de santé. Il faut que la politique de santé, elle soit très claire. Et qu'à partir de là, chacun sache ce qu'il a à faire précisément. Voilà ce que je peux vous répondre. Je voulais réagir sur les soins de support, sur la place des soins de support. Je pense que la place des soins de support, qui sont les soins qui permettent au malade de mieux vivre sa maladie, de cheminer sur son parcours, ça part aussi de la formation initiale des soignants et celle de ne pas avoir honte de prodiguer des soins de support et de les mettre en place. Parce qu'il y a une forme de honte en se disant que ce sont pour la plupart des soins qui ont une étiquette de non technique et qui, du coup, pour les soignants, ne sont pas fondamentaux. Alors qu'au contraire, on est quand même dans une approche maintenant qui est holistique, et où le soignant, maintenant, va devoir essayer de prendre beaucoup de distance vis-à-vis de ses soins techniques et retrouver l'essentiel de ce qui est la pratique du soin, comme on disait tout à l'heure, une pratique humaniste, qui est celle des soins de support. Et Thérèse me fait un petit clin d'œil et je sais qu'elle sera contente que j'en parle, mais le modèle clinique trifocal, lorsqu'on parle de raisonnement clinique, c'est aussi quelque part une formalisation de tous ces soins de support, puisqu'on s'intéresse d'une part à la clinique, mais aussi à tout ce qui gravite autour de la personne soignée dans son environnement, dans ses réactions humaines. Et ça, c'est quelque chose de très important qui, comme le disait tout à l'heure Loïc, peut paraître assez abscon dans la formalisation et dans l'enseignement pédagogique du raisonnement clinique. Donc, les soins de support, à mon avis, partiront de la base, c'est-à-dire de la formation initiale, et pourquoi pas, imaginons, de la formation continue des professionnels de santé. Sur les environnements capacitants, en fait, l'idée, c'est de se concentrer sur les facteurs de conversion et les facteurs de décision. Donc, les facteurs de conversion, il y en a 5, technologiques ou instrumentaux, environnementaux ou organisationnels, ensuite individuels et familiales, je rajouterais, puisque la dimension familiale peut aussi avoir un impact aussi en termes de support, et puis politique de formation et d'accompagnement également, et les facteurs de conversion sociaux. Et les facteurs ensuite de décision, c'est les facteurs liés à l'environnement, liés à autrui, liés à soi, ou éventuellement liés à la technologie. Et l'idée, c'est de permettre en fait que les ressources qu'on a à sa disposition, on puisse les transformer ou être freinées dans la réalisation d'actions concrètes, en fait. Et donc, c'est quand même un axe intéressant en termes de grille de lecture, puisque ça évite d'être centré sur une dimension peut-être ontosystémique, c'est-à-dire centré que sur l'individu, mais d'être dans une dimension écosystémique qui va prendre en considération en fait un continuum qui va, à mon sens, moi, de la maison jusqu'à l'hôpital, en fait. Et considérer, on a parlé de qualité de vie, mais on peut aussi considérer la qualité de vie à la maison, aussi sur cette question peut-être des fois de la déconnexion vie privée, vie professionnelle, et ça ne se passe pas que dans l'organisation hospitalière, à mon sens. Merci Loïc.
On va arriver donc à la conclusion, mais une conclusion évidemment sous la même forme que tout à l'heure. Je souligne l'excellente maîtrise du temps, donc parfait. Parfait, bravo. Donc Florence, est-ce que tu veux un mot de conclusion? Alors, on reste dans une approche très impactante, hein, très court, mais très impactante. Très impactant. Alors, en conclusion, on va dire que pour améliorer donc, le parcours du patient, l'offre de soins, il faut axer sur la formation du professionnel de santé, mais aussi du patient et de son entourage. Il faut s'attacher à tout ce qui est démarche qualité, communication, parce que ce n'est pas le tout d'être le meilleur, mais encore faut-il le faire savoir. On parlait des parcours qui ne sont pas tellement fléchés justement pour les urgences ou autres. Et aussi, essentiellement, le leadership pour les professionnels de santé, et notamment les paramédicaux. Et ça, j'insiste, les paramédicaux, aujourd'hui, n'ont pas suffisamment de leadership et ils ne sont pas assez formés au leadership pour pouvoir aller embarquer leurs collègues et tous les gens dont ils ont la charge. Alexis ? Moi, je rejoins Florence, évidemment. Le leadership, c'est une question fondamentale. Et il y a aussi, donc, au-delà de ça, la valorisation et reconnaître que tous les professionnels de santé ont une part importante dans la prise en soin. Et qu'il ne s'agit pas d'un entre-soi entre quelques entités professionnelles, mais vraiment un travail de collectif. Et moi qui viens du service de santé des armées, le collectif, c'est fondamental si on veut aller plus vite, plus loin. Je fais un petit clin d'œil à Hugues. Je vais lui faire un autre clin d'œil parce que tout à l'heure, il a parlé d'humilité. Et quand on est un manager, quand on est un directeur, c'est la première des qualités. Il y en a d'autres qui sont aussi importantes, mais l'humilité, pour répondre à tout à l'heure, ce que nous a dit Alexis, qui m'a forcément interpellé, c'est on ne voit jamais le directeur. Et si on veut diriger un service qui donne des soins, il faut être près des soignants. Donc voilà, je pense que moi, c'est là-dessus que je conclurai. Merci. Loïc ? Vaste conclusion, mais je dirais oser la gestion des talents, ne pas avoir peur des talents et plutôt les encourager et leur donner des espaces de liberté et de créativité qui, bien sûr, vont mettre au service de la qualité des soins, mais de ne pas avoir peur de ces petits talents-là qui émergent pour pouvoir vraiment leur donner toute l'énergie possible pour les patients et la qualité des soins. Merci beaucoup. La conclusion de la conclusion, Madame la déléguée générale de la FHF. En vous remerciant Zaïna d'être restée avec nous jusqu'à la fin. Merci d'être restée jusqu'à 3 fois. Je triche peut-être. On fait durer le plaisir, on apprécie de vous écouter, donc on en profite. Non, mais comme vous avez dit parcours, je vais essayer de rester très simple. Qui dit parcours de soins, dit acteur de ce parcours de soins. Chaque acteur doit être à la hauteur de ce qu'attend le patient. Merci infiniment. En tout cas, c'était le mot conclusif de la conclusion, mais des excellentes interventions et puis des questions extrêmement pertinentes des personnes qui sont en ligne et qui sont dans la salle. Donc, un immense merci en tous les cas sur les différents échanges qu'on a pu avoir ensemble. Alors, il est 12h04, donc c'est la pause déjeunatoire. Mais nous avons une tradition, sans vouloir être abusif, mais nous avons une petite photo de famille que l'on fait sans masque. Merci infiniment. Et puis, on se retrouvera exactement 13h30 précise parce que nous avons des intervenants en ligne qui vont, notamment, je crois, les Dom-Tom qui vont aussi être représentés tout à l'heure pour la prochaine table ronde. À tout à l'heure. Et merci pour toutes les personnes qui nous suivent en ligne, en France et en Europe, évidemment. Et on se retrouve à 13h30 précise. Merci et bon appétit à tous. Merci beaucoup.